Dès les débuts, c'était assez sévère. C'était violent. Ouais. C'était violent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Tout a changé. On annonce à la télé que tout est fermé. Et sûrement, si mes parents ou je sais pas, mes soeurs regardent cette vidéo, c'est maintenant qu'ils vont apprendre ça. Parce que j'ai parlé de ça peut-être à 3 personnes. C'est 3 amis. Tu vois? Le monde où on s'en va maintenant, c'est un monde qui va plus favoriser des personnes qui prennent des initiatives. Tu vois? Les audacieux. Les audacieux. Là, j'ai fait un programme et j'ai 7 ans pour être milliardaire. Ok, bon, j'ai 7 ans. Ça va, c'est précis. Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je suis à Bali, en Indonésie, et j'ai l'honneur de recevoir un frère d'une autre mère. Tu l'auras compris, je parle bien sûr de Ibrahim Kamara. On va parler ensemble de son histoire, comment il a gagné sa liberté financière et géographique, tout en faisant ses études, et tout ça à 22 ans. Mon frérot, merci déjà de me recevoir ici et de me recevoir sur ma chaîne. Je te remercie. Pour commencer, joyeux anniversaire, parce que tu viens d'avoir 23 ans. Et c'est juste un truc de dingue quand on va suivre un petit peu ton histoire au cours de cette vidéo. C'est dingue qu'à cet âge-là, voilà, tu puisses avoir ce level, tu vois. J'imagine. Et donc, tu viens de finir tes études. C'est ça. Voilà, donc on aura l'occasion d'en parler plus longuement dans la vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je te laisse te présenter. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien. Ok, je recommence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Kamara, j'ai 23 ans, je suis youtubeur principalement. Je fais du business en ligne depuis maintenant 2 ans et j'en vis complètement depuis, je vais dire, 1 an et demi. Et j'ai commencé rapidement à gagner ma vie avec mes revenus du business en ligne, franchement. C'était très rapide, vous verrez un peu avec mon histoire, mais c'est un peu ça. Ok, super. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement de ton business, de l'évolution de ton mindset, comment petit à petit, voilà, avec ton histoire, tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Et comme toute histoire commence par l'enfance. Alors parle-moi de ton enfance, voilà. Où est-ce que tu es né? Dans quel schéma familial? Tout ça, tout ça. Bah, franchement, moi, j'ai pas le schéma classique des entrepreneurs en mode j'ai galéré pendant l'enfance, mes parents étaient pauvres et tout. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai eu une belle enfance et je vais pas m'en plaindre. J'ai eu une belle enfance. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour ceux qui connaissent. Et j'étais dans une famille, on va dire, de classe moyenne. Mes parents avaient les moyens de descendre, de me donner des bonnes études. Et pendant mon enfance, moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça a commencé un peu pendant mon enfance parce que je faisais plein d'activités pour faire de l'argent et tout. Justement, comment il était le Ibrahim enfant? Turbulent, il taquine ses camarades en classe et tout ça. Mais hyperactif un peu. Voilà, hyperactif et surtout, je veux dire, j'avais un peu cet état d'esprit-là de me dire si je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher moi-même, tu vois. Parce que je pense que ça, c'est mes parents qui m'ont un peu impliqué ça avec ce genre de valeurs. Parce que dès le jeune âge, certes, mes parents, ils avaient les moyens de m'offrir tout ce que je voulais, etc. Mais ils ne le faisaient pas. Ils ne faisaient pas et on marchait plus par... je pense que beaucoup vont se reconnaître en termes de récompense, tu vois. Donc, si tu as eu des bonnes notes, ok, voici la récompense que tu as, etc. Si tu n'as pas eu de bonnes notes, tu n'as rien, tu vois. Tu n'as pas rien, mais on te donne un petit livre pour Noël, tu vois. Là. Pour Noël, on te donne un livre, un truc comme ça. Du coup, ça te crée vraiment cette envie-là de tout le temps être le meilleur, tout le temps faire exceller, etc. Du coup, j'avais un peu cette fibre-là depuis tout petit. Maintenant, mes premières activités entrepreneuriales, elles ont commencé à, je dirais, je ne me rappelle pas de l'âge, mais je me rappelle de la classe. J'étais en 3e ou seconde. J'étais en 3e ou seconde et là, pendant cette période-là, c'est une période où c'est l'adolescence, tu vois. Il y a tes amis qui ont des nouvelles paires tout le temps. Toi aussi, tu veux faire pareil, mais tes parents ne veulent pas. T'es débrouillard, tu te dis, je vais me débrouiller. Voilà, il n'y a pas de raison que moi aussi. Voilà, il n'y a pas de raison que moi aussi, je n'ai pas des belles Air Force One à la rentrée, tu vois. Du coup, j'ai commencé à me débrouiller comme ça. Et au début, ce que je faisais, moi, je suis toujours passionné de tout ce qui est design. Avant, je voulais même lancer une marque de vêtements et tout, tu vois. Donc, comment j'ai débuté comme ça, je faisais des t-shirts personnalisés, tu vois.
Je viens à l'école. Print on demand. Ouais, le prix. On va dire print on demand, mais c'était pas forcément print on demand parce que je les faisais moi-même les t-shirts en fait. J'avais tous les équipements. Avec le fer à repasser. Avec le fer à repasser. Après, j'ai même acheté une presse et tout. Tu vois. Donc c'était ça. Et ça a beaucoup plu dans mon lycée parce que à l'époque, c'était un truc qui était un peu réservé à, on va dire, une classe qui avait plus d'argent. Parce que si tu veux te faire des t-shirts personnalisés à Abidjan avant, c'était pas facilement trouvable comme service. Pas comme, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus démocratisé. Mais avant, c'était difficile. Tu vois. Et moi, justement, je voulais le faire pour moi au début. J'ai cherché un peu partout sur Facebook, Instagram. Je ne trouvais pas d'endroit où faire des t-shirts personnalisés. Je me suis dit, OK, j'ai cherché sur YouTube comment le faire. Je vais le faire moi-même. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire mon t-shirt. Tu vois? Faire par soi-même. Voilà, faire par soi-même. Quand il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution. Ça, c'est le bon état d'esprit. Quand tu n'as pas de solution, il y a toujours une solution. C'est à toi de chercher, de creuser et de passer à l'action. Tu me parlais, du coup, dans cette période-là, tu étais en 3e. Ce que je voulais savoir, c'est ton parcours scolaire. Donc, on va dire, voilà, tu m'as parlé un petit peu de ta 3e et un petit peu ce déclenchement de l'entrepreneuriat, mais sans savoir que c'était de l'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, ton parcours scolaire, quel a été, maintenant que tu as fini tes études, quelles ont été tes études et surtout, comment tu te sentais à l'école? Ok. Mon parcours scolaire, comment tu as vécu ta scolarité, en fait? Ok. Déjà, je ne vais pas retourner au jardin d'enfants, tout ça et tout. Mais déjà, je vais retourner au lycée. Le lycée, c'était une période difficile pour moi. Je pense la fin du lycée qui était difficile. Le début du lycée, c'était bien, c'est nouveau, on se fait des amis, tout ça. Mais vous connaissez l'environnement un peu du lycée, tu vois. Il y a beaucoup de méchanceté entre camarades, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc, ça fait que ça crée des frustrations. Tu ne te sens pas forcément bien dans cet environnement. Et moi, vers la fin du lycée, c'était un peu difficile. Et je pense que c'est ça qui a fait que je suis devenu un peu loner, comme on dit. Et je me suis un peu retracté dans mon coin parce que j'aimais plus trop cet environnement-là. Il y avait beaucoup d'hypocrisie, des gens sont méchants pour rien. Tu connais les jeunes au lycée, tu vois. Du coup, donc j'ai fait un bac français scientifique. J'ai fait un bac scientifique. Toujours à Abidjan? Abidjan. J'ai fait un bac scientifique à Abidjan, dans un lycée français à Abidjan. Ça s'est bien passé. Ok, j'ai eu le bac. Voilà. J'ai eu le bac, ça s'est bien passé. Après le bac, je vais pas te mentir, j'ai pas directement commencé l'université. Après le bac, j'ai pris une période où j'apprenais l'anglais parce que mes parents voulaient que j'aille aux États-Unis. Du coup, j'ai pris une période où j'apprenais l'anglais. Après le bac, ça m'a pris 1 an. Donc moi, à l'époque, je le vivais pas très bien parce que j'avais l'impression que je prenais du retard sur les autres, tu vois. Ouais, parce que pendant que moi, j'apprenais l'anglais, il y avait la majorité de mes amis qui étaient déjà à l'université. Je voyais un peu les stories sur Instagram. Surtout, j'ai l'impression que c'était pas trop ton choix parce que tu as dit que c'était tes parents qui voulaient que tu ailles aux États-Unis. Bon, je vais pas dire que c'était un mauvais choix, c'était un bon choix, mais moi, à la base, je voulais aller en France parce que j'ai fait un lycée français, logiquement, et dans l'orientation dans le lycée français, ils vont forcément t'orienter vers des universités françaises. Ouais. J'avais même déjà été accepté par une université en France, tu vois, mais mes parents ne voulaient pas forcément. Ils voulaient forcément que j'aille aux États-Unis, c'était le bon choix. Et donc, pendant cette période-là où j'apprenais l'anglais, je ne le prenais pas forcément bien parce que je voyais mes amis qui étaient déjà un peu un niveau dessus que moi, ils étaient déjà à l'université et tout. Donc indirectement, tu te compares, tu te dis, ah oui, moi je suis en retard et tout. C'est normal, tout le monde est comme ça. Ouais. Et après les 1 an, ça s'est bien passé. J'ai fait les papiers, tout ça. Je suis allé continuer mes études aux États-Unis. Et là, j'ai continué des études en informatique parce que c'est l'une de mes passions. Je ne vais pas dire que c'est ma passion parce que moi, j'ai des milliers de passions. C'est une de mes passions, l'informatique. Et pour anecdote, chez nous à la maison, j'étais toujours ce gars-là qui démonte toujours les appareils. On ne sait pas pourquoi, il a un nouvel ordinateur, 2 jours après, il est démonté. Tu vas bousiller tous les trucs, on ne sait pas, il a quel souci de mec. 100%, j'étais comme ça. Ma mère m'avait offert, pour te raconter une petite anecdote, ma mère m'avait offert un PC en 3e. Je me rappelle, c'était un Sony Vaio. J'étais comme un fou. Pour moi, c'était incroyable. C'est comme t'achètes un scooter à un petit, tu vois. C'était incroyable. Et puis, je me suis
je pouvais pas m'empêcher de regarder comment ça fonctionne. C'est ça. Et quand ma mère, elle a vu que j'étais en train de démonter le truc, elle s'est énervée. Elle a pris le Sony, elle est repartie à Auchan, elle a fait rembourser direct. Yeah, c'est ça. Ouais, j'étais ce genre de gars-là, toujours en train de démonter Curieux, des en fait, appareils. l'état d'esprit curieux. Ouais. C'est surtout ça le mot curieux. Et ça ne s'arrêtait pas forcément aux appareils électroniques ou l'informatique. C'est curieux dans tous les sens, tu vois. Par exemple, comme les trucs, le business des t-shirts personnalisés. C'était juste de la curiosité. Je voulais le faire, mais je ne trouvais pas de magasin où le faire. Donc, j'ai juste cherché sur Internet comment le faire. Et j'ai vu que bon, tu avais besoin d'appareils et tout. Je dis, OK, comment le faire quand tu n'as pas d'appareil? Tu vois? Et là, j'ai creusé, que j'ai vu qu'il y avait des solutions pour se débrouiller avec ce que j'avais. Un fer à repasser, quelques feuilles et tout. Après, tu scales. Et après, quand tu as plus de moyens, tu avances et tout. Et je pense que ça, c'est un bon état d'esprit à avoir quand tu es entrepreneur parce que je regarde beaucoup les commentaires sur mes vidéos et il y a tout le temps cette excuse-là de ah ouais, moi, j'ai pas assez de moyens. Ah, moi, j'ai ci, moi, j'ai pas ça. Moi, c'est des excuses en vrai. C'est que des excuses. Exactement. Parce que même les grands entrepreneurs, ils n'ont pas commencé avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont commencé à leur niveau. Donc, commence avec ce que tu as à ton niveau et dans la majorité des cas, c'est suffisant pour faire quelque chose. Exactement, c'est ce que je dis souvent. La seule limite à ton potentiel, c'est toi-même. C'est ça. Si tu ne te limites pas, ton potentiel n'a aucune limite. Et les moyens, j'entends souvent par exemple que oui, les millionnaires ou les multimillionnaires, s'ils le sont devenus, c'est essentiellement par héritage. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pas du tout, la grande majorité des gens qui ont réussi leur vie financièrement, donc millionnaires, multimillionnaires, le sont devenus en partant de zéro. Donc tout ça, c'est des pensées limitantes qui te font dire que de toute manière, toi, tu as moins de chance que les autres parce que tu n'as pas hérité ou parce que… Et en fait, Ibrahim, c'est vraiment l'exemple type pour illustrer ça, tu vois. Et du coup, donc, tu es parti aux États-Unis pour apprendre l'anglais au départ. Pas forcément. J'ai appris l'anglais à Abidjan, mais je suis allé aux États-Unis pour continuer l'université. Et dans le domaine informatique, c'est ça? Et informatique. Yes. Donc c'est ça. Et dès les débuts, ça s'est bien passé. Je vivais avec la famille. J'étais dans un bon environnement, un bon cadre. Et voilà, c'était très bien. Donc j'allais à l'école. Après l'école, je revenais à la maison. Je faisais pas grand-chose. Hein. C'était école, maison, école, maison, école, maison. J'étais dans cette routine-là. Et du coup, c'était pendant cette période-là, cette période de transition aux États-Unis, que tu as eu ton déclic. C'est ça, ton déclic entrepreneurial. C'est là où tu t'es rendu compte de l'importance de l'entrepreneuriat et surtout ta passion pour l'entrepreneuriat. Parle-nous de ton déclic. Franchement, moi, je ne vais pas dire que c'est un déclic. Hein. Moi, je pense que c'est le hasard. C'est le hasard qui a fait plein de connexions et après, j'ai terminé comme ça. Du coup, bon, je vais dire le déclic qui s'est passé pendant la période du Covid. Donc, pendant le Covid, déjà avant le Covid, j'avais un job étudiant. Je travaillais à l'université. C'était quoi, réceptionniste, un truc comme ça. C'était plutôt bien payé. Si je ne me trompe pas, c'était 10 $ de l'heure, un truc comme ça, peut-être 9 € de l'heure. Franchement, c'était bien payé, tu vois. Je ne faisais pas grand-chose, j'étais assis sur un bureau et tout. Bref. Et quand le Covid a débuté, j'ai perdu mon job étudiant parce que tout a fermé. Les écoles ont fermé. Bref, tous les grands coins avaient fermé, surtout aux États-Unis. Dès les débuts, c'était assez sévère. C'était violent. Ouais. C'était violent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout a changé. On annonce à la télé que tout est fermé, seulement que pour les nécessités. Donc l'hôpital, les courses, c'est que les nécessités qui étaient ouvertes. Donc l'école, tout le reste, restaurant, laisse tomber, tout était fermé. Donc il y a plein de personnes qui ont perdu leur boulot comme ça du jour au lendemain et j'en faisais partie. Et bon, je ne vais pas me plaindre trop parce que moi, dans mon cas, je n'avais pas forcément de charges. Je vivais avec ma famille, donc je ne payais pas forcément de loyer, électricité ou quoi que ce soit. Mais le problème que moi j'avais à l'époque, c'est que j'avais plein de dettes inutiles que j'avais accumulées. Parce qu'aux États-Unis, je te dis ça, c'est très facile d'avoir du crédit à la consommation. C'est très facile. Tu peux juste aller en ligne, et voilà, tu écris ton nom et tes infos, on te donne 5 000 $. Allez, dépense. Yes. Tu vois? Ouais. C'est tellement facile que quand tu n'es pas smart, quand tu n'es pas intelligent avec ça,
Et C'est j'ai pas l'éducation financière. Voilà. Quand tu n'as pas l'éducation financière au début. Voilà, j'ai pas du tout été intelligent. Vas-y. Je fais des cours, j'achète des paires avec des cartes de crédit, je vais en voyage et tout, tu vois. Et ce qui m'a trompé, c'est que j'avais un boulot, donc je faisais de l'argent. Mais le fait que tu te dis, ok, j'ai un boulot, je fais de l'argent, la carte de crédit en soi, c'est un bonus et tout. Du coup, tu te mélanges un peu. Souvent, tu as l'impression que tu dépenses ton argent, mais c'est pas ton argent que tu es en train de dépenser. Tu dépenses de l'argent que tu comptes avoir voilà, dans le futur. Tu vois, mais quand il y a un Covid qui tombe, là, il n'y a plus de futur, il n'y a plus d'argent futur. Là, c'est fini. Et là, tu es dans les soucis et c'était un gros stress. C'était un gros stress, je ne vais pas te mentir, à cette période-là. Et sûrement, si mes parents ou je sais pas, mes soeurs regardent cette vidéo, c'est maintenant qu'ils vont apprendre ça parce que j'ai parlé de ça peut-être à 3 personnes. C'est 3 amis, tu vois. Je vois. En fait, c'était tellement stressant pour toi que vraiment tu l'as gardé pour toi. Je l'ai gardé pour moi. Et ça a fait ton énergie finalement pour t'en sortir. C'est ça. Dire, il faut que je sorte de cette situation. C'est ça. Donc je l'ai gardé pour moi, c'était stressant. Et c'est pendant cette période que j'ai commencé à chercher un peu sur Internet comment gagner de l'argent, tout ça. Mais moi, l'avantage que j'avais avant de me lancer, c'est que j'avais déjà des compétences. Tu vois, moi, j'avais déjà cet avantage concurrentiel. Notamment en informatique. Voilà, informatique, design, création de site Internet, montage vidéo, même filmer, tout ça. Parce que avant, je faisais des clips vidéo pour des rappeurs, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, la débrouillardise. Voilà. Et donc, j'avais déjà plein de compétences, sauf que je gagnais rien avec ça. Je gagnais pas ma vie avec ces compétences-là. Donc, lorsque j'ai découvert l'univers du business en ligne, notamment, la première vidéo que j'avais vue, c'était une vidéo sur le dropshipping. C'était un Américain qui s'appelle Bieheza. Peut-être que tu le connais. Je vois. Voilà. Et la vidéo, il avait fait un challenge, c'était $10,000 par mois, un truc comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, de quoi il parle lui? Comment tu gagnes $10,000 en un mois? Tu mens, gars. T'es un menteur. Arrête de mentir, en fait. Pourquoi tu mens? Tu vois? Donc moi, j'étais en mode, c'est impossible. J'ai regardé la vidéo, c'était grave intéressant. Il m'a captivé, il m'a donné l'envie d'essayer. Donc, le lendemain, j'ai dit à ma soeur, moi, là, je suis dans un challenge, $10,000 dans le mois prochain, je suis millionnaire et tout. Et elle me disait, ok, vas-y avec les $10,000 là, tu vois. Bien sûr que j'ai rien gagné, tu vois. J'ai rien gagné, mais monétairement, j'ai rien gagné, mais j'ai gagné beaucoup en termes d'expérience, en termes de... j'ai appris, j'ai découvert un nouveau monde, tu vois. Et ça, c'est... Je pense que là, la vidéo, elle m'a apporté beaucoup plus, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est le cumul de l'expérience et le cumul des échecs. En fait, à chaque fois que tu échoues, tu as gagné de l'expérience. C'est ça. Donc même un échec, c'est une victoire finalement. C'est ça. Et puis tu recommences, mais de manière meilleure que la dernière fois. Tu rééchoues, puis tu recommences, tu rééchoues, mais à chaque fois tu accumules de l'expérience jusqu'à un certain stade où ça s'accumule et ça fait que ça grimpe. Et là, on se dit, attends, mais comment il fait tout ça? Mais en fait, c'est pas du jour au lendemain que tout ça est arrivé, en fait. C'est l'effet cumulé, je vais dire. Donc, tout ça, c'est accumulé. Après, tu as tellement de connaissances et d'expérience que tu fais plus autant d'erreurs qu'au début. Donc, on a l'impression que lui, il est juste parfait, il fait 0 erreur. Mais j'ai déjà accumulé assez d'erreurs dans le passé, donc ça fait que je maîtrise mieux mes pas et voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc aujourd'hui, tu as fini tes études. Aujourd'hui, on peut dire que tu es libre financièrement et géographiquement. Ouais. On est à Bali, ici en Indonésie. Tu as décidé de prendre quelques mois pour te focus un peu. C'est vrai. Du coup, parle-nous de tes business. Pour l'instant, mon business principal, c'est ma chaîne YouTube. Donc, je gagne principalement de l'argent avec la monétisation YouTube, les publicités, tout ça. Je fais aussi des partenariats avec des marques. Et j'ai aussi une formation YouTube. J'ai aussi une formation dans laquelle j'explique comment construire une audience sur YouTube rapidement, c'est ça le plus important. Les différentes techniques, astuces que j'utilise. Et là, je suis en train de mettre à jour ma formation. Et c'est un peu une des raisons pourquoi j'ai voulu venir en Indonésie, me focus à fond sur ça. Et comme ça, quand je ressors d'ici, on explose tout, gars, tu vois. Donc tes business, l'essentiel de tes business, ça tourne sur l'écosystème autour de YouTube. Pour l'instant. Sur ta chaîne Ibrahim Kamara. C'est ça. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Pour l'instant, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien sur ta chaîne, donc moi j'ai découvert ta chaîne il y a à peu près 6 mois de ça. Ok. Et ce que vraiment j'ai beaucoup aimé sur ta chaîne et ce qui ressort très souvent au niveau des commentaires, c'est la transparence. Tu es vraiment transparent dans voilà,
dans tes business, dans les revenus que tu perçois de tes business, comment ça fonctionne. Et ça, on ne trouve pas ça partout, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que voilà, tu as décidé de prendre cette décision que très peu de personnes prennent finalement, d'être totalement transparent sur tes business, tes tentatives en dropshipping, en e-commerce, des fois tentatives qui rapportent rien du tout. Mais tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui va dire bon, si ça fonctionne pas, je publie pas, tu vois, je prends pas de risque. Du coup, toi, pourquoi tu t'es dit voilà, il faut que je sois totalement transparent Bah, il y a deux raisons. La première raison, c'est que moi, je suis habitué à ça parce que j'étais aux États-Unis et j'étais dans l'environnement anglophone, américain. Et eux, ils sont totalement transparents là-bas, tu vois. Quand tu regardes des vidéos d'un youtubeur américain ou d'un entrepreneur américain ou quoi que ce soit, ils sont totalement transparents. Ils te parlent comme si tu es juste un pote. Il peut être un gars, il fait des milliards de dollars, mais il te parle comme si tu es son pote. Et tu as l'impression que c'est normal. Et il te donne l'impression que c'est normal, tu peux le faire aussi. Tu vois? Alors que si je viens sur YouTube et dis ok, j'ai fait 100 millions, mais toi tu peux pas le faire, je ne vais pas t'expliquer comment on le fait. C'est de l'humilité en fait. Tu vois? Tu n'as pas l'impression que c'est atteignable pour toi. Tu vois? Et je pense que c'est un peu ça c'est ça qui m'a poussé à me lancer parce que quand je tombais sur des vidéos de gars comme ça qui me disent ok, j'ai fait 10 000 $ ce mois, voici comment j'ai fait, voici les différentes galères, etc. Ça te donne envie d'essayer. Tu vois? Et si lui, il a inspiré 100 autres personnes, et moi, en étant inspiré, j'ai fait des vidéos qui ont inspiré 100 autres personnes, tu vois que la boucle, elle va juste, tout le monde va se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Et aussi, la deuxième raison, grosse raison, c'est que quand je me suis lancé principalement, c'était plus pour les gars comme moi qui sont en Afrique, parce que moi, je viens de la Côte d'Ivoire et je visais principalement cette audience, hein, sans mentir. Après, ça a été beaucoup plus large. Et au début, je visais que les Ivoiriens. Je disais, je fais ces vidéos-là pour des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, des jeunes comme moi, parce que je venais de là-bas. Et je me dis, si un jeune en Côte d'Ivoire gagne les sommes que moi je gagne, frère, il est pépère. Il gagne même plus d'argent que ses parents et tout. Tu vois, il est pépère. Donc moi, j'avais cette idée-là de me dire, ok, ça va profiter à ces jeunes-là, ces jeunes qui sont comme moi, et ils vont essayer, ils vont bien gagner leur vie aussi sur Internet. Et le fait d'être transparent, ça fait que les gens ont plus confiance en ce que tu dis. Tu vois? Parce que de nos jours, n'importe qui peut venir s'asseoir sur YouTube et dire ok, le dropshipping, j'ai gagné 10 000 $ et voilà, sans preuve. Et, tu vois, tout le monde peut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le fait d'être transparent aussi, ça crée une confiance avec ton audience. Exactement. Mais toi, ce qui est fort, c'est que tu as réussi à être transparent tout en gardant ton humilité. C'est vrai. Parce que ceux qui vont être transparents, c'est plutôt pour montrer les résultats, tu vois, du style salut jeune entrepreneur, tu vois cette voiture, si toi aussi tu la veux, et si tu veux pas demander d'argent de poche à ta grand-mère, tu vois, là c'est clairement le manque d'humilité dans ce business model, tu vois. Vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup ton intention, c'était vraiment de pouvoir inspirer et aider le maximum de personnes, surtout montrer aux gens que c'est possible. C'est ce que je fais aussi sur mon compte Instagram essentiellement et sur ma chaîne YouTube. Je montre aux gens en fait que c'est possible. Parce que la première barrière, le premier plafond de verre, c'est on t'apprend que ce n'est pas possible, que ce n'est pas fait pour toi, que voilà, depuis toutes les années que tu passes à l'école, on t'apprend à devenir un bon salarié, trouver un bon job, trouver une bonne spécialité, trouver une bonne entreprise et devenir un bon salarié. Donc pendant toute ta scolarité, on t'apprend en fait que pour toi, ce niveau-là, c'est pas possible. Et grâce à des personnes comme toi, comme moi, toi aussi, hein. Voilà, grâce à des personnes comme nous, on cherche vraiment à inspirer et à s'entraider, tu vois. C'est vrai. Après, si on en vit, bah alors là, c'est le top parce que tu vis de quelque chose que tu aimes, c'est un bonus. C'est un bonus. Exactement, c'est un bonus. Et aussi, je voulais rajouter un truc concernant ce conditionnement qu'on a depuis tout petit. Et je pense que ce conditionnement, il est pire au niveau francophone, tu vois. Parce qu'au niveau francophone, ce que moi je trouve qui est un peu un problème, c'est qu'on ne t'apprend pas à penser de toi-même. On t'apprend à juste être un robot, tu vois. On t'apprend à réciter des leçons, on t'apprend des procédures. Voilà, on t'apprend des procédures juste pour que tu suives, on va dire, des ordres ou quoi que ce soit.
On ne t'apprend pas à être autonome, on ne t'apprend pas à penser toi-même, on ne t'apprend pas à prendre des initiatives. Peut-être que maintenant, le système, il évolue, mais j'ai l'impression que depuis des siècles, c'est tout le temps ce même système-là. Et c'est pour ça que ça ne marche plus. Tu vois que les gens ont plein de diplômes, mais il n'y a pas de boulot, etc. Parce que le système, il ne marche plus, il ne fonctionne plus. Le monde où on s'en va maintenant, c'est un monde qui va plus favoriser des personnes qui prennent des initiatives. Tu vois? Les audacieux. Les audacieux. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Et le système français, il te conditionne à juste voilà, faire ce qu'on te dit, reste dans ta case. Et ça aussi, c'est un truc qui me dérangeait. Tu vois? À l'école, on va te demander, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Choisis juste un truc. C'est ça, on veut que tu choisisses un truc. C'est ça. Tu peux pas faire des vidéos sur ça. Après, tu testes le dropshipping. Après, t'es maçon ou tu construis des maisons. Non. Tu veux être informaticien, tu fais ça pendant 50 ans, après tu as ta retraite, c'est tout. Tu vois, tu peux pas tester plein de choses, la vie c'est pas comme ça, tu vois. C'est l'impression que moi j'avais. Et moi, j'avais l'impression d'être trop limité parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressaient, il y a plein de compétences que j'avais. Et c'était un peu une de mes frustrations, une de mes peurs, c'est de me dire que je sais faire tellement de choses à la fois, mais à la fin je fais rien. Parce que le système, là, il veut que moi, je choisisse une seule chose. Une seule case. Et peut-être que la seule chose que je vais choisir, c'est quelque chose qui ne va pas me rendre heureux. Et après, je serai déprimé, et ça, etc. c'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Tu ne peux pas te concentrer toute ta jeunesse pour apprendre une spécialité, pour que le reste de ta vie, tu te concentres sur cette unique spécialité. Il y a tellement d'opportunités. Tellement de choses. Partout, que ce soit en physique ou que ce soit en digital. Il y a tellement d'opportunités que pour moi, c'est indispensable de au moins se renseigner. Comme je dis souvent, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde devrait essayer d'entreprendre. Voilà. Et ça, c'est vraiment... C'est une bonne citation. C'est ça le titre de la vidéo. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde devrait essayer. Du coup, ça fait un peu plus d'une semaine que tu es ici à Bali pour la fin de tes études et tu as prévu d'y passer plusieurs mois, si j'ai bien compris. C'est ça. Pourquoi Bali? Bali, déjà, la raison principale, c'est que déjà, je cherchais un environnement calme. Je veux un environnement calme et vraiment où je pourrais bien me concentrer. Tu vois. Il n'y a pas de bruit extérieur, il n'y a pas de trop de distractions sur tout ça. Tu vois. Un environnement où je pourrais vraiment me concentrer et construire des habitudes, que ce soit se lever tôt le matin, faire du sport, etc. Et Bali, j'ai vu que c'était l'endroit, en tout cas pour l'instant, c'était l'endroit propice pour ça. Parce que l'environnement, il est propice à ça. Franchement, c'est apaisant d'être ici. Et je l'ai ressenti dès le premier jour où je suis arrivé ici. Tu vois. Dès le premier jour, j'avais l'impression que depuis toute ma vie, il fallait que je vienne ici en fait. Tu vois. Et ce qui me plaît aussi, c'est que le coût de la vie ici, c'est vraiment, c'est pas cher. Du coup, ça te permet d'avoir un cadre de vie assez décent, même plus que décent. Tu es à l'aise et tu ne dépenses pas beaucoup. Et en ce moment, j'ai besoin de ça parce que je suis dans une période de mon business où j'investis énormément de cash. Et les revenus en ce moment ne sont pas forcément beaucoup parce qu'on est plus dans une phase de croissance. Donc, je recrute beaucoup. Donc, il y a beaucoup de dépenses. Et je voulais vraiment réduire mes dépenses personnelles au maximum, tu vois. C'est-à-dire que moi, pour vivre, voilà, il ne faudrait pas que j'ai besoin de plus de 1000 balles par mois. Parce que la majorité de l'argent va rentrer dans le business, en fait, tu vois. Du coup, Dubaï, c'était l'endroit... Ah, pas Dubaï. Justement, alors Dubaï c'est désolé d'avoir coupé ça pour ça. Alors Dubaï, justement, c'est le contraire. À Dubaï, tu vas avoir du mal à réinvestir parce que le coût de la vie va être beaucoup, beaucoup plus cher. Non, mais... Bali. C'est ça. Non, mais c'est un très bon choix, surtout pour surtout pour se recentrer sur soi, tu vois. Et ici, c'est vraiment la terre des digital nomades. C'est vrai. Partout où tu vas, dans un café, dans un espace de coworking, il y a plein de personnes sur leur PC comme ça, en train de travailler sur leur business. C'est pour ça, si tu penses que ce n'est pas possible, va dans des espaces de coworking et parle avec les gens. Et tu vas voir que tout est possible. Et en vrai, on s'est rencontrés par hasard. Exactement. On s'est rencontrés par pur hasard. Tu vois, moi, je venais de finir ma séance de gym, tranquille avec mes écouteurs, j'écoutais ma musique. Tu vois, ma routine. Après la gym, je viens dans un petit café, viens manger des fruits et tout.
Et là, je viens m'asseoir pour manger. Il y a un gars qui me dit excuse-moi. Je dis comment ça tu me dis excuse-moi en Indonésie? D'où tu me connais en Indonésie, tu vois? Et là, on se like, si un gars m'arrête en Indonésie, c'est qu'il me connaît. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est impossible qu'un gars ici me dise excuse-moi, tu vois. Je parlais même pas français pour dire qu'il a entendu que je parlais français. Tu vois, donc en gros, c'est qu'il me connaît. Et là, j'ai capté déjà qu'il me connaissait. C'est ça. Mais moi, dans ce même café-restaurant, je me pose parce que voilà, j'ai une vue sur les rizières. Je pense qu'on pourra même montrer un plan de ça. D'ailleurs, n'hésite pas à cliquer tac sur la vidéo ici où je te montre les différents bureaux à travers le monde où j'ai bossé. Donc n'hésite pas, un petit lead. et dans ce bureau, dans ce café-restaurant, t'as compris, j'aime bien travailler là-bas. Et là, il y a une personne qui s'assoit à côté de moi. J'étais là, je dis bon, ok, pas de souci et tout. Et tu sais, ce moment où les regards se croisent, comme dans le bus, tu vois, quand quelqu'un s'assoit à côté de toi, les regards. Là, le regard se croise et là, je fais what? I know this guy. I know this guy. Je regarde mes écouteurs, je fais attends. Et lui, il a direct compris. Il a levé les yeux en l'air, il a direct il me connaît, c'est sûr. Il a direct compris. On va passer à un moment. C'est le moment surprise un peu. C'est le moment surprise. C'est la question surprise. Ok. Donc, j'ai pour habitude, avant de faire une petite interview comme ça, de demander aux personnes sur Instagram s'ils ont des questions. Et je prends la question la plus pertinente pour pouvoir te la poser. Du coup, j'ai une question de Zico Noisette qui te dit quelle a été ta méthodologie pour concilier les études et le business en même temps? Franchement, ça c'est la réponse que je vais donner. Il faudrait la prendre avec des pincettes, tu vois. Parce que souvent sur YouTube, sur Internet, nous les youtubeurs ou les créateurs de contenu, on a tendance à faire des vidéos en mode 5 étapes, ceci, 5 étapes, cela. Mais c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais moi, ce qui a marché pour moi, c'est que j'ai dû faire la part des choses, tu vois. J'ai dû prendre cette décision difficile de me dire c'est quoi le plus important. Parce que, arrivé à un moment où tu ne peux pas faire les deux en même temps, où tu seras juste médiocre dans les deux, tu vois. Soit je choisis d'être très bon dans un et dans l'autre, tu gères, tu vois. C'est le focus. Voilà. Ou soit tu veux faire les deux en même temps et tu seras juste moins bien dans les deux. Et à la fin, tu ne gagnes rien, tu vois. C'était moins productif quand tu te... En fait, comme je dis souvent, courir après plusieurs lapins, au final, tu n'en attrapes aucun. C'est vrai. Ouais. Du coup, au début, c'était difficile parce que franchement, c'est du jour au lendemain que ma chaîne YouTube a commencé à exploser. Du coup, j'arrivais pas forcément à faire la part des choses au début. Je négligeais beaucoup les études. Et quand je vois que je néglige trop les études, ok, j'arrête YouTube. Je me concentre sur les études. Et quand je vois que je néglige trop YouTube, je reviens sur YouTube. Ça faisait qu'il y a toujours un qui était négligé. Et là, je pense que c'est pendant mes premières vraiment vraies vacances, pendant cette période-là, où je me suis dit, ok, là, il faut prendre une décision. C'est quoi le plus important, tu vois? Et le plus important, c'était l'école. Mais moi, je voulais pas. Je voulais que YouTube soit le plus important. Donc, c'est le plus important pour toi, voilà. En fait, pour ce que tu ressens, tes passions. Voilà. Du coup, à l'époque, YouTube, je gagnais pas ma vie avec YouTube, tu vois. Je gagnais pas ma vie avec YouTube. Mes parents payaient mes études. Donc, en soi, je pouvais pas venir dire, ok, les parents, bon, YouTube, c'est le plus important, les études, on verra. Hé, frère, moi, dans ma tête, YouTube, c'était le plus important. Mais je disais aux parents, les études, c'est ça, c'est les études d'abord et tout. Là, tu prends un risque. Tu vois, je prenais un risque, mais c'était juste un risque personnel. Personne ne savait que je prenais ce risque-là. Ils ont investi en toi, donc voilà. tu ne pouvais pas le dire. Je pouvais pas le dire comme ça. Mais c'est normal. Je faisais en zoom, comme on le dit. Tu vois. Du coup, c'est là que j'ai pris la décision et j'ai commencé à mettre beaucoup plus YouTube en priorité. Et là, j'ai commencé à mettre des objectifs au niveau de YouTube en termes de, ok, ce mois-ci, je veux telle somme, donc je vais devoir mettre en place ceci, cela pour pouvoir atteindre cela. Maintenant, à l'école, je me mettais aussi des objectifs en mode, bon, on veut juste, voilà, la moyenne, tranquillement, on passe. Tant qu'on n'a pas échoué, c'est bien, tu vois. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à concilier les deux. Et vers la fin, ça passait, mais ça devenait vraiment très difficile parce que YouTube devenait de plus en plus gros. Tu vois, ça devenait de plus en plus gros et ça devenait un business à part entière. De plus en plus de temps, voilà. De plus en plus d'investissement. Et voilà. du coup, à côté... Et l'école aussi, c'était pareil. Parce qu'on se rapprochait de la fin et ça devenait de plus en plus dur. Tu avais de plus en plus de devoirs, d'examens et tout. Donc là, c'était chaud. Et j'ai commencé à être beaucoup
plus absent sur YouTube. J'ai commencé à être beaucoup plus isolé, je vais dire. Je ne parlais pas à beaucoup de personnes parce que j'avais plus beaucoup de temps pour moi en vrai, tu vois. Ouais. Et Pas trop de vie sociale du coup. pas du tout de vie sociale. Et je pense que, en résumé, c'est juste pour faire des sacrifices, quoi. Parce que quand on est jeune, il y a plein de choses qui occupent notre temps. Il y a plein de choses qui occupent notre temps. Et souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. Ah ouais, il faut que je joue Fortnite aujourd'hui. Je ne peux pas m'en passer. FIFA, je ne peux pas m'en passer. Sortir avec les amis, je ne peux pas m'en passer. Mais Il faut faire des sacrifices. voilà, quand tu as un objectif et que tu te rends compte que c'est beaucoup plus important que tout ça, en vrai, tu fais des sacrifices, mais en soi, ça va. Puisque tu te rends compte que ce pourquoi tu fais ces sacrifices-là, c'est beaucoup plus important. Donc, en soi, les sacrifices, ils ne te font pas aussi mal que ça, tu vois. Faire des sacrifices. C'est vrai. Ça, c'est l'essentiel du message. Faire des sacrifices. Comme je dis souvent, donc si tu trouves le temps de passer voilà, ton temps sur Netflix, sur YouTube aussi, ou sur Fortnite, comme il a dit, comme a dit Brahim, c'est que forcément, tu as du temps à consacrer pour tes objectifs et pour voilà, tes projets. Ce qui est super impressionnant, c'est que tu as eu cette maturité très tôt, toi. Parce que là, tu viens d'avoir 23 ans. Et cette maturité, en général, elle ne vient pas à 21, 22 ans, tu vois ce que je veux dire. Les jeunes, en général, ils vont profiter justement pour jouer, pour s'amuser, pour sortir et pour, en fait, remplir leur vie sociale, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve ça génial que tu aies pu, en fait, conscientiser ça et travailler ça pour une vision long terme. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça paye. Et ce qui est important aussi, c'est l'inspiration que tu apportes auprès de ceux qui te suivent. Donc, aujourd'hui, tu inspires des milliers de personnes, notamment sur YouTube. Aujourd'hui, tu aides aussi des milliers de personnes, notamment via tes formations. Et ma question, du coup, c'est donne-moi 3 conseils que tu donnerais à un jeune qui a faim, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et vraiment qui a la dalle. Quels sont tes 3 grands conseils? Voilà, si tu devais en donner 3, ce serait lesquels? Donc, le premier conseil que je pourrais donner, et je parle en fonction de mon expérience et des étapes que moi j'ai suivies, je pense que la première étape, c'est que j'ai dû me créer l'environnement propice. Tu vois? Parce que tu peux avoir plein d'objectifs, tu veux faire ci, tu veux faire ça, mais l'environnement autour de toi, il n'est pas propice à ça. Donc, tu vas faire des efforts, mais tu vas toujours retomber dans tes mauvaises habitudes ou dans tes mauvaises fréquentations, etc. Du coup, je pense que la première étape, c'est de se créer cet environnement propice. Et ça passe par éliminer les distractions. Et chacun a ses distractions. On n'a pas tous les mêmes distractions. Exactement. Moi, mes distractions, c'était principalement les jeux vidéo. Je passais énormément de temps dans les jeux vidéo. Après les jeux vidéo, c'était quoi? La musique, parce que je faisais de la musique. Et je voyais ça comme une distraction, donc j'ai arrêté. J'avais plein de distractions. Ça, c'est la première étape, éliminer les distractions. Après, deuxième étape. Et pour l'environnement, juste, par rapport à ça, pour l'environnement, ça inclut aussi l'entourage. C'est vrai. Ça inclut l'entourage, mais un truc que la majorité des gens n'ont pas la chance d'avoir, c'est que tu n'as pas forcément dans ton entourage des personnes qui ont cette vision d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Tu vois? Du coup, pour remédier à ça, ce que moi j'ai fait, mon entourage, c'était les vidéos YouTube, gars. Tu vois? Mon entourage, c'était David Laroche. Mon entourage, c'était Oussama Hamar. Tu vois, c'était ces personnes-là. Et moi, j'avais juste l'impression que c'était mes amis, tu vois. C'était mes amis. C'est juste que pour l'instant, ils sont un peu au-dessus de moi, mais j'y arriverai, tu vois. Grâce à leurs conseils, j'y arriverai. Grâce à leurs expériences, j'y arriverai, tu vois. Donc, c'est cet entourage-là que je me suis créé. Et physiquement, tout le monde avait l'impression que lui, il est seul, il n'a pas d'amis. Mais moi, j'avais ce réseau, ce cercle d'amis que je m'étais créé juste en regardant leurs vidéos. C'est en quelque sorte des mentors, tu vois. Et tu n'as pas forcément besoin d'une personne à qui tu parles tous les jours ou quoi que ce soit. YouTube, il y a plein de bonnes personnes, de bons exemples que tu peux avoir sur YouTube. Donc ça peut t'aider à te créer cet environnement-là. Et donc ça, c'est la première étape, se créer l'environnement propice. Et surtout, comme je dis, entoure-toi de surfeurs si tu veux apprendre à surfer. C'est simple, si tu t'entoures de footballeurs, j'ai rien contre les footballeurs, mais que tu veux apprendre à surfer,
tu vas pas avancer dans tes objectifs. Tout simplement parce que s'entourer de personnes qui ont les mêmes projets, les mêmes objectifs que toi, c'est une source d'inspiration, une source de motivation et ça te propulse dans, dans la vision de ce que tu as envie de devenir. C'est vrai. Du coup, deuxième. Ça. Et dans l'environnement aussi, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que ton environnement proche, c'est-à-dire ta famille, tes amis, sache qu'ils c'est pas les meilleures personnes à qui il faut demander des conseils. Je te dis ça clairement. C'est pas les meilleures personnes à qui il faut demander des conseils en termes de tu veux essayer quelque chose de nouveau, tu veux entreprendre ou quoi que ce soit. Le seul moment où c'est, je vais dire ton frère ou ta soeur ou ta mère, c'est une bonne personne à qui demander un conseil, c'est si et seulement si elle a réalisé ce que tu veux réaliser. Exactement. Si ta mère est entrepreneur ou qui va prendre des conseils chez elle. Mais si elle a aucune idée de ce que c'est l'entrepreneuriat, tu vas pas venir dire maman, est-ce que je peux entreprendre? Elle va te dire non en fait, parce qu'elle sait pas ce que c'est. Exactement. Elle sait pas quel genre de vie tu peux avoir avec ça. Elle sait pas à quoi ça ressemble. Donc logiquement, elle va vouloir te protéger, elle va te dire ok, fais pas ça. Parce que c'est pas malsain. En fait, les gens de ta famille t'aiment. Yeah, tu vois, ils veulent te protéger. Ils veulent ton bien. Donc comme ils veulent ton bien, chez eux le bien c'est la sécurité salariale, voilà une maison. Si tu peux faire un prêt, si tu as un CDI pour faire un prêt pour ta maison, c'est top, comme ça tu as la sécurité quoi. Mais c'est pour ton bien. Et toi tu ressens que c'est pour ton mal, mais en fait non, c'est pour ton bien. Voilà. Donc comme il a dit Ibrahim, surtout prends conseil envers des personnes qui ont validé ce que tu cherches toi à valider. C'est ça. Et il y en a dans les livres, il y en a sur YouTube, il y en a en physique, il y en a partout. Il y en a partout, juste faut savoir les chercher, tu vois. Exactement. Et je pense que ça, c'est une étape qui bloque beaucoup de personnes parce que on va vouloir se lancer dans quelque chose, on va aller demander des conseils à nos parents, ils vont dire non, donc on abandonne. On va demander à nos amis, ils vont dire c'est bizarre, essaye pas ça, on abandonne, tu vois. Yes. Et ça tue beaucoup de rêves. Ça tue beaucoup de rêves et moi, au début, je vais pas mentir, au début, je demandais un peu conseil, maman. Mes parents, ils entreprennent, tu vois. Mais tu avais déjà ce mindset, en fait, tu as reçu ce mindset quelque part. Oui, mais mes parents, ils entreprennent. Mais ils ont toujours cette vision de la sécurité. Ils veulent pas forcément que leurs enfants aussi fassent de l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, ils disent, OK, il faut faire les études, tu vas avoir un boulot. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Parce que puis, au moins, tu as une roue de secours, on ne sait jamais. Voilà, maintenant, tu as un diplôme, tac, tu peux toujours te rebondir en fait. C'est ça. Donc, se créer l'environnement et ne pas forcément considérer tous les conseils de ton entourage proche parce que ce n'est pas forcément des conseils qui vont t'aider à avancer ou te construire, tu vois. Il faut les prendre avec des pincettes, comme j'aime le dire, tu vois. Ouais. Ce n'est pas tous les conseils on prend et direct on applique, tu vois. Ouais. Il y en a, tu les prends, tu regardes, OK. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, mais je garde ça de côté au cas où. Mais je vais pas dire direct parce que ma mère, elle a dit OK. Voilà, ma mère, elle a forcément raison. C'est pas le cas, tu vois. Pas pour offenser, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon, ne me déshérite pas. S'il te plaît, maman, mais tu vois, il y a des situations où il faut savoir faire la part des choses, il faut prendre les conseils avec des pincettes et il faut suivre aussi son intuition. L'intuition, souvent, elle te guide vers ton destin, j'aime dire ça. Donc, son intuition, il faut la suivre aussi. Donc, le deuxième conseil, suivre son intuition. Alors, le deuxième conseil, c'est suivre son intuition. Et le dernier conseil, je dirais, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Surtout quand on est jeune, tu vois. Surtout quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Au pire des cas, tu échoues et tu fais autre chose. Exactement. Et moi, en venant à Bali, je savais que c'était un gros risque. Je me dis, attends, là, je suis dans le confort, je suis aux États-Unis, je vis avec mes sœurs, j'ai aucune dépense, j'ai rien à payer, je suis pépère. Pourquoi je vais me prendre la tête d'aller à Bali, me prendre des charges, avoir un appart et tout ça? Tu vois? Yes. Mais quelque part, je me dis, OK, je vais prendre ce risque parce que je ressens un appel, je ressens un truc qui me dit, faut le faire. Si ça échoue, je m'en fous, ça échoue, ok? Si Dieu le veut, je pourrais toujours revenir chez les parents pleurer, tu vois? Maman, s'il te plaît, ok, trouve-moi un truc, tu vois? Au pire des cas, ça échoue et je retourne aux études, voilà. Et ça change quoi à ma vie? Et au meilleur des cas, ça marche et... Ce qui change à ta vie, c'est que tu as gagné de l'expérience. Voilà. Tu peux dire, je suis allé à Bali, j'ai vu ça, vu ça, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné. C'est ça. Et ça, juste ça, c'est énorme. En vrai, tu as plus à gagner qu'à perdre. Tu as plus à gagner qu'à perdre, surtout quand tu es jeune.
Quand tu es plus âgé, tu as plus de responsabilités. Tu as une femme, tu as des enfants. Exactement. Tu peux pas te permettre de prendre des risques comme ça. Du jour au lendemain, ok bébé, je vais à Bali, attends-moi. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Exactement. Tu prends plus des décisions que pour toi. Tu as une famille, tu dois prendre en compte tout ça. Mais quand tu es jeune, tu es seul, frère. Faut que tu profites du temps que tu as, du fait que tu n'as pas de charge, du fait que faut que tu profites de tout ça pour pouvoir vraiment cumuler en expérience le maximum. Le maximum d'expérience dans tous les domaines possibles. Et voilà. Et je me dis, au pire des cas, si je perds tout, que ce soit en termes de monétaire, si je perds tout l'argent que j'ai, bah, l'expérience que j'ai acquise, elle est inestimable, mon gars. L'expérience que j'ai acquise aujourd'hui, sans prétention, en ce moment-là, moi, je me considère ici. Tu vois, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai encore rien accompli. Mais il y a des personnes qui me suivent sur YouTube, ils ont l'impression qu'Ibrahim, il a réussi, il a tout fait dans sa vie. Tu vois Parce qu'en fait, tu connais ton potentiel, tu sais jusqu'où tu peux aller. Et ça, c'est level 1. C'est ça. Moi, en ce moment, je suis level 1, j'ai encore rien fait. C'est maintenant que ça commence, en fait. Bah, c'est normal aussi, tu viens d'avoir 23 ans, mec. C'est maintenant que ça commence, en vrai. C'est normal. Déjà, level 1, c'est ça. 23 ans, c'est déjà très C'est vrai. Et comment dire, je suis reconnaissant pour ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Et aussi, tu t'en es donné les moyens. C'est vrai. Donc, il y a du mérite. C'est vrai. Mais il faut toujours garder en tête que, yes, tu as du mérite et tout, mais il y a des milliers de personnes qui sont aussi intelligentes que toi. Exactement. Il y a des milliers de personnes qui sont plus intelligentes que toi, mais ils n'ont pas forcément réalisé ce que tu as réalisé, tu vois. Donc, en quelque sorte, certes, tu as du mérite, tu as travaillé et tout ça, mais voilà, il y a la chance qui joue et il y a Dieu, voilà. Exactement. Voilà. Il y a ça aussi qui joue, donc il faut garder tout ça en considération. C'est un concours de circonstances de plusieurs choses qui arrivent dans plusieurs choses. Du coup, sans transition, quels sont tes mentors, ton ou tes mentors? Les personnes que je considère comme mes mentors ou mon mentor, je vais commencer déjà par mon entourage proche. Hein. Je veux dire ma mère, mon père. Ce sont les premiers parce qu'ils m'ont impliqué des valeurs qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ma famille, mes sœurs et tout. Donc ça, on va dire, côté entourage, c'est ça mes mentors. Yes. Maintenant, côté entrepreneuriat, YouTube, tout ça. Yasser, le patron. C'est qui? Je connais pas, mais peut-être... Je sais pas c'est qui. Comment tu t'appelles déjà toi? Franchement, j'ai eu plusieurs mentors à plusieurs stages de mon évolution, tu vois. Mais à mes débuts, les premiers que j'ai rencontré Biheza, qui est un jeune Américain qui fait des vidéos sur YouTube. Et je pense que c'est lui qui m'a le plus inspiré en termes de vidéos YouTube. Son style, sa manière de faire, j'aime de fou. Et il m'a le plus inspiré, et surtout son côté transparence aussi, il m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi Graham Stéphane, peut-être que tu le connais. Yeah. Lui, il parle beaucoup d'investissement, tout ça, éducation financière. Maintenant, en termes de côté francophone, à mes débuts, je consommais beaucoup des vidéos de Oussama Ammar, tu vois. Énormément de vidéos. Peut-être que j'ai vu toutes ces vidéos. Je connais toute sa vie. Je connais sa femme, je connais tout sur lui. Franchement, j'ai consommé beaucoup de vidéos d'Oussama Ammar. Et parce que ça me fascinait. Quand je l'entendais parler, son éloquence et tout, je me disais, il faut qu'un jour, moi aussi, je puisse m'arrêter devant des gens et parler comme ça. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais un gars timide, réservé. Je ne pouvais même pas placer 2 mots devant une personne, tu vois. Et je me disais, il faut qu'un jour, moi aussi, je puisse... inspirer des gens, raconter mon histoire. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je voulais partager quelque chose. Et je me rappelle, anecdote, j'avais dit ça une fois à mes parents. On était à table, tu vois, avec mes 2 parents, mes 2 sœurs. J'ai plusieurs sœurs, mais il n'y avait que mes 2 sœurs. Et je leur ai dit, c'est sorti de nulle part, et je leur ai dit, vous verrez un jour, je vais écrire un livre. Et ils se sont tous moqués de moi, tu vois. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont dit, tu veux écrire quel livre? Qu'est-ce que tu vas raconter? T'as rien fait dans ta vie. Tu vas raconter quoi dans ton livre? Et je leur ai dit, c'est vrai, mais je vais vivre quelque chose et je vais le raconter dans un livre, tu vois. J'avais cette conviction-là, je ne sais pas d'où elle venait, qui me disait,
Un jour, tu vas raconter ton histoire, tu vas inspirer des gens. Mais pour l'instant, essaie de faire quelque chose déjà, tu vois. Et c'est un peu ça qui m'a poussé aussi à me lancer. Parce que quand j'écoutais Oussama Hamar, ses expériences, tout ce qu'il a rencontré dans l'entrepreneuriat, ça m'inspirait de fou, tu vois. Je me disais, ouais, ça c'est une vie que moi je veux vivre, hein. Le gars à 17 ans, il crée des sites internet, on le payait 7 000 €. Et du jour au lendemain, il perd tout. Il se retrouve dans la rue, tu vois. C'est très inspirant, en fait. Tu vois. Mais tu sais que t'es pas le premier à me dire ça. Dans la dernière interview que j'ai faite avec Yas de Yas Startup Muslim, avec Yassine de Yas Startup Muslim, d'ailleurs, paf, ici là. Dans cette dernière interview, je lui ai demandé aussi quel était son mentor et il m'a dit pareil, Oussama Hamar, notamment parce qu'il a cette facilité de pouvoir décrire en fait la complexité de ce que vit un entrepreneur en une seule phrase. C'est ça. Et il a cette facilité de s'exprimer comme ça sur n'importe quel sujet. Tu viens, tu lui dis, OK, physique quantique. Il va patienter 5 minutes et là, il va te sortir un documentaire de physique quantique comme si lui, il connaît tout en fait, tu vois. Il connaît tout ce mec. Ça, c'est la qualité de la curiosité de l'entrepreneur. Ouais, il connaît tout et ça me passionnait, ça me passionne toujours. Ces anciennes vidéos, c'est des pépites. Ces anciennes vidéos, c'est des pépites. Et quand tu connais rien au monde de l'entrepreneuriat, ça te donne même envie de te lancer. Tu sais même pas ce que tu veux faire, mais tu veux juste entreprendre parce que le gars, il te vend ce rêve-là. Donc, c'est un peu ça. En termes de mindset, David Laroche. Voilà. Donc, en termes de mindset. Développement personnel. Ouais, mindset, développement personnel. David Laroche, lui aussi, c'est. Voilà. C'est un grand nom du milieu. J'ai consommé pas mal de ses contenus à mes débuts. Là, en ce moment, plus trop. Mais à mes débuts, j'ai beaucoup consommé David Laroche. Ok, mais excellent. Avant-dernière question. Okay. Ibrahim Kamara, dans 5 ans, dans 10 ans, ça donne quoi? Ta vision par rapport à tes projets, tes business? Frère, là, j'ai fait un programme et j'ai 7 ans pour être milliardaire. Ok, bon, j'ai 7 ans. Ça va, c'est précis. Voilà, j'ai 7 ans pour être milliardaire. Milliardaire en roupies indonésiennes? Oui, en euros ou en francs CFA? En euros. Okay. J'ai 7 ans pour être milliardaire en euros. Et tu vois, la majorité des gens, ils rigolent quand on dit ça. Mais s'il y en a qui l'ont fait, ça veut dire que c'est faisable. Frère, en un an, Elon Musk, il a gagné plus de 300 milliards, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il a construit tout ça en un an. C'est l'effet cumulé de tout ce qu'il a construit toute sa vie. Et là, au fil du temps, ça explose, tu vois. Et Du coup, 7 ans, ça te fait 30 ans. Alors, voilà. comment arriver à cet objectif? Bah, je vais pas tout dévoiler en mode... Déjà, comment tu mets en place cette espèce de calendrier qui va te permettre de te dire, ok, dans 7 ans, je devrais pouvoir atteindre au moins cet objectif. Viser voilà, la Lune pour atteindre les étoiles. Ok. Bah, c'est la lecture. En ce moment, je suis beaucoup à fond dans tout ce qui est planification. Je suis beaucoup à fond dans ça parce que j'ai énormément d'idées de projets, de tout ce que tu veux pour révolutionner toutes les industries, dans tout ce que tu veux. Tu vois? Okay. Mais le problème, quand tu as plein d'idées et que tu veux faire plein de choses, c'est qu'à la fin, tu fais rien parce que tu es paralysé par tout ça. Donc, en ce moment, je mets beaucoup d'accent sur la planification. Et comme tu as dit, sur 10 ans, sur 20 ans, etc. Pour que tout soit juste clair en termes de plan d'action. Tu vois? Et moi, après, j'exécute. En ce moment de ma vie, c'est YouTube. Il y a ma formation YouTube qu'on est en train de préparer. Après la formation YouTube, le next step, ça sera l'agence. Je vais lancer, si Dieu le veut, une agence dans l'univers de YouTube. Je n'en dis pas trop. Après l'agence YouTube, il y a aussi des business que je prépare en mode qui sont hors, pas forcément sur Internet, tu vois, qui sont plus en Afrique. Il y a des applications, il y a plein de choses. Et franchement, le milliard, moi, je pense que c'est facilement atteignable quand tu accumules tout ça. Ouais, c'est pas si ambitieux quand tu sais le potentiel de chaque chose. Yeah. Surtout les applications, tu vois. Tu dis, en fait, c'est pas ambitieux, tu vois. C'est pas si ambitieux que ça. C'est pas si ambitieux que ça. On va chercher plus loin. C'est ça. Et honnêtement, j'ai regardé beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, Elon Musk et tout ça. Et le secteur qui fabrique le plus de milliardaires,
c'est le secteur du software, c'est le secteur des logiciels, les applications et tout, parce que c'est très facile. Tu peux, avec juste un logiciel, tu peux facilement toucher toute la planète. Exactement. Tu vois? Du coup, juste Exactement. si tu fais un logiciel qui coûte 1 euro, il y a 7 milliards de personnes sur la planète, Voilà. tu es déjà milliardaire. Tu vois? Surtout si tu crées un produit qui résout un problème qui touche beaucoup de personnes. Exactement, exactement. Mais ça me rappelle quelque chose. C'est pour dire que vraiment, moi, ce que je dis essentiellement, c'est parce que là, on a l'air de dire, tu sais, il y a les gens, ils vont interpréter En mode, qu'on a c'est l'air trop de dire que c'est facile. facile et tout. On dit pas que c'est facile, on dit que c'est possible. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment comprendre. On dit pas que c'est facile, on dit que c'est possible. Tout à l'heure, on a parlé des successions d'échecs. En fait, on dit pas que c'est facile, on dit que c'est possible à celui qui s'en donne les moyens. Et ça m'a rappelé une vidéo, tu sais, le TikToker qui toque à la vitre des voitures des gens et qui leur demande qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Et what do you do for living? Et l'autre, il descend sa vitre et il y en a un qui a dit j'ai créé un logiciel pour une plateforme de paiement pour les médecins. Mais du coup, ce logiciel, ça concernait tous les médecins d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Et juste ça, je te dis, ah ok. C'est suffisant. Et Il a là, fait ça, ok, ça. avec juste un seul logiciel, il est bon pour toute sa vie. Tu vois? C'est ça. Parce que ça va lui rapporter de l'argent toute sa vie. C'est ça. Et c'est pareil pour maintenant dans le monde de la crypto, avec les hardware comme les clés Ledger, tout ça. Et c'est la même chose. Mais il n'y a pas que les logiciels, il y a d'autres opportunités, Il y a plein notamment en ligne. d'opportunités. Tu as l'agence marketing digital, tu as YouTube, comme on a vu, tu as le e-commerce. Dans le e-commerce, il y a plein de branches. Tu as l'affiliation aussi, si tu veux commencer à générer du passif. Vraiment, il y a plein d'opportunités à saisir. Et il faut juste s'en donner les moyens. C'est ça. Et la dernière question, elle est easy, tranquille. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, ma chaîne YouTube principale, Ibrahim Kamara. Je vais sûrement sortir une multitude d'autres chaînes YouTube parce qu'en ce moment, les idées fusent. Des chaînes secondaires. Voilà, des chaînes secondaires. J'aurai sûrement une chaîne podcast. Si elle est sortie, tu pourras me retrouver là-bas. Voilà, n'hésite pas. Voilà, et n'hésite pas. Et Instagram aussi, on est déjà un peu nombreux là-bas, mais ça peut augmenter Il encore. s'affiche là. Allez sur Instagram Voilà. et pour l'instant, c'est ça. Après, on verra si j'ai TikTok, tu le sauras. Tu le sauras. Mais du coup, Ibrahim, je te remercie beaucoup. Et comme vous le savez, toi tu le sais pas encore, mais à chaque fois voilà, que je fais une interview avec quelqu'un, j'ai une petite surprise pour lui. Du coup, j'ai une petite surprise pour toi et je vais aller la chercher. Voilà, c'est un petit cadeau pour toi, pour ton installation ici Ah ouais. en Indonésie. Ah ouais, on dirait les mangas là. Alors ça s'appelle ici en Indonésie, Chapi. C'est Ok. le chapeau indonésien, voilà. Bon, ça va te permettre, tu vois, de faire une petite décoration de ton Ok. nouvel appart ici. Ok, Et puis super. s'il y a trop de soleil dehors, tu sors comme ça et voilà, nickel. En tout cas, voilà, Super, c'était pour merci te pour le remercier chapeau. voilà, pour l'opportunité que tu as pu me porter. Pas de Et soucis. puis aussi pour ton anniversaire, j'en profite. Yeah, c'est Voilà, vrai. j'en profite. Ouais. En Merci. tout cas, voilà. Frérot, je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Je te remercie aussi. Je te remercie aussi avec ton humilité de pouvoir d'avoir discuté avec moi quand on s'est rencontrés un peu par hasard. Et puis je te souhaite le meilleur. On Pareil. continue de garder contact. Et hop. On continue de s'inspirer, de Yep. s'entraider. Je te remercie. Merci à toi aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas, voilà, si tu as des questions, à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes. Ciao. Peace out. Ok mon pote, cette vidéo t'a plu? N'hésite pas, si c'est toujours pas fait, tu t'abonnes en cliquant ici. Et si tu veux en voir plus, il y a cette vidéo qui est super intéressante. Je t'en prie, clique. Je t'attends. C'est facile, tu prends la souris et tu cliques.